Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier, d'accord, d'être venu aujourd'hui pour rencontrer monsieur le maire. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une activité de consommation, on n'est pas sur un cinéma. Malgré ça, il y a eu un énorme engouement de votre part pour venir justement rencontrer monsieur le maire. Je tenais aussi à remercier monsieur le maire qui s'est rendu disponible. On sait que ce n'est pas tous les maires de toutes les villes qui viennent à la rencontre des jeunes de la ville. Donc ça montre encore une fois la direction de monsieur le maire. Aujourd'hui, on est tous là ensemble justement pour que vous puissiez poser des questions à monsieur le maire. Donc on va partir sur une question chacun, d'accord? Bonjour, j'aimerais savoir est-ce qu'il y aura des nouveaux aménagements prévus dans ce quartier, Bois Cadet. Sur la question du Bois Cadet, on a évidemment il y a des choses qui vont évoluer, mais on est sur les quartiers du Grand Ensemble de manière générale. À part sur les Larisses et sur la Redoute qui font l'objet de grosses rénovations urbaines. On est plutôt sur des petites touches sur les autres quartiers, que ce soit le quartier Bois Cadet ou Janzay. Il y a des réhabilitations de logements, mais à très grosse proximité, on travaille à des évolutions qui auront un impact sur le Bois Cadet. Je pense notamment à la zone de bureau qui est vraiment juste en face et qui peut concerner aussi le Bois Cadet. Et donc on travaille à quels équipements pour demain. On est en train d'essayer de relocaliser la crèche qui a fermé et qui va faire l'objet d'une démolition, reconstruction. Alors démolition pour du logement là où il y a la crèche, et on remettrait la crèche à proximité, plutôt où anciennement il y avait Humanis, donc c'est pas très loin. Et on travaille aussi sur ces projets-là, à regarder quel équipement pour demain qui peut répondre à vos besoins. Alors quand je dis vos besoins, c'est les besoins des habitants, mais aussi les jeunes. Puisque ça fait partie aussi de nos réflexions. Évidemment, Farid l'a dit tout à l'heure en introduction, on n'est pas des magiciens, mais on va inaugurer au mois de septembre le nouveau centre de santé et la nouvelle médiathèque qui vous concernera. C'est les deux équipements les plus utilisés par les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens, donc c'est important. Mais en tout cas, on cherche à répondre à vos besoins. On a la mission locale qui devrait se relocaliser, qui aujourd'hui est dans le Vieux-Fontenay, devrait se relocaliser aussi par là sur la zone à proximité du Bois Cadet. Donc on cherche à répondre, puisque le Bois Cadet est plutôt, on ne peut pas faire tout, mais plutôt sous-doté en équipement public. Donc alors il y a l'antenne jeunesse qui est un lieu important de vie, mais on cherche au mieux à répondre à vos besoins. Bonjour, moi la question que j'aimerais vous poser c'est à propos des gymnases au sein de la ville, parce que je sais qu'une des questions qui peut revenir dans ce débat, c'est l'amélioration des city-stades dans les différents quartiers. Mais au lieu d'améliorer les city-stades, moi je voudrais savoir si ce serait possible de laisser le gymnase et les dojos en libre accès, pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais laisser ouvert quelques jours dans la semaine, pendant quelques heures, pour que on puisse jouer au foot ou au basket, ou même rester au dojo de manière assistée, je dirais. C'est un vrai débat que tu poses au-delà de la question du possible ou pas possible, puisque j'ai envie de dire dans l'absolu, c'est des choix qu'on peut faire. La question que tu poses, c'est la question de est-ce qu'on fait du sport en club ou en accès libre. On a fait le choix depuis très longtemps de favoriser le sport en club, pas pour des raisons de compétition, mais pour des raisons d'accompagnement, d'encadrement, et on a un nombre d'éducateurs sportifs et de disciplines importantes. La question de la pratique libre, elle se pose de plus en plus, donc on a développé, alors ça fait un moment, sur les city-stades, la possibilité de la pratique libre. Globalement, il y en a un par quartier du Grand Ensemble, et il y en a même un qui est tout neuf à Pasteur. On a développé depuis le Covid surtout tous les éléments de street workout qui sont en accès libre. On a permis aussi sur certains équipements sportifs, je pense au stade Coubertin qui est quasiment en accès libre, j'habite quasiment en face, donc je vois bien quasiment en accès libre 24 sur 24. Donc, et en même temps, on ne peut pas tout faire en accès libre. Donc on est ouvert à la discussion, mais c'est pas simple, parce que c'est la question, alors plus on est jeune,
plus c'est notamment en direction des mineurs, c'est la question de l'encadrement, de l'accompagnement dans les structures municipales. Mais on n'est fermé à rien, donc s'il y a des discussions et des réflexions à avoir, on peut les poser, sachant que, notamment pour les gymnases, se pose la question des créneaux disponibles, parce que pour le coup, on est plutôt bien doté en nombre d'équipements à Fontenay, mais ils sont blindés. Il y a un taux d'occupation assez important. Je ne dis pas que il n'y a pas de possible, mais c'est quand même très 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 occupé. Et donc on réfléchit à plus long terme à un nouvel équipement sportif, plutôt du côté des Alouettes, un nouveau gymnase, quoi. On y réfléchit, mais il y a aussi des questions et de financement et de faisabilité technique. Donc je ferme pas la porte à ce que tu dis, mais ça se regarde à la carte en fonction des types de pratiques et des types de créneaux et sur quel équipement, parce qu'évidemment en fonction d'où on se trouve, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, mais j'ai envie de dire, ça existe déjà un peu, sûrement pas assez, mais c'est pas non plus simple, notamment dans les structures fermées. C'est plus simple dans les structures ouvertes. Bah moi, ma question, c'est est-ce que vous avez des nouveaux projets pour les jeunes cette année? Des nouveaux projets, j'ai envie de dire, on en a tout le temps et en permanence. Après des projets nouveaux spécifiques pour la jeunesse, là, comme ça, j'en ai pas en tête spécifiquement. Ceci dit, on sort de la période de janvier, on vient de faire les vœux à la jeunesse. On a ici les nouveaux locaux du service jeunesse en plus visible, plus moderne et répondant mieux aux besoins. Ils datent de 2020 ou 2021, donc c'était pendant le mandat. On va ouvrir une nouvelle antenne jeunesse sur le quartier Jean Zay, qui était dans le programme. Et on continue d'accompagner les jeunes. Alors les jeunes, c'est large. Il y a votre tranche d'âge. Puis après, il y a quand vous êtes commencé à être des jeunes majeurs. Et on vit sa jeunesse de manière différente. Donc je disais, il y a la mission locale qui n'est pas portée directement par nous, mais qui se relocalise à proximité de chez vous, d'un certain nombre d'entre vous. Et on continue d'accompagner les juniors associations. Donc ça, c'est la capacité de vous aider à monter, à vous mettre en association, en projet collectif pour développer vos projets. Il y a toujours l'aide aux vacances. Bref, on essaye autant que faire se peut d'être un support pour vous accompagner spécifiquement, puisqu'on vit sa jeunesse de manière différente, qu'on soit au lycée Picasso, au lycée Louis Armand, ou après à l'université, ou jeune adulte et on travaille directement. On n'a pas la même façon d'aborder, chacun a sa façon d'aborder sa jeunesse en fonction des projets qu'on a envie. Donc on essaye de s'adapter et de répondre au mieux à vos besoins. Je n'ai pas parlé de la médiathèque, mais la médiathèque, si vous faites des études, c'est en accès libre et c'est à proximité dans un cadre totalement moderne. Le centre de santé, les questions de santé sont super importantes, donc c'est aussi un support supplémentaire pour vous. Bref, il y a plusieurs façons. Après, en termes d'équipement, j'en ai pas en tête, mais peut-être que j'ai pas en tête et que ça me reviendra. Mais on est à presque 1 an des municipales. C'est aussi le moment où on se réinterroge, nous, sur les projets qu'on va avoir vers la population, y compris vous, pour se dire qu'est-ce qu'on aurait besoin demain. Et donc, évidemment, il y a des questions financières, mais avant de poser les questions financières, il faut avoir des projets. Et donc, c'est peut-être le moment aussi je vous repose la question, de ne pas hésiter à faire des propositions sur les manques, sur les besoins. À l'image de ce qui a été évoqué sur la question précédente, j'imagine, sur le besoin d'accès libre dans les structures. Donc ça nécessite pas des moyens supplémentaires énormes. C'est la question, ça nécessite de réfléchir à comment on peut accéder de manière différente aux équipements sportifs. Mais ça peut être le besoin d'un nouvel équipement dont on n'aurait pas réfléchi et dont vous auriez le besoin. Et les campagnes municipales sont les moments où il y en a 1 ou 2 d'entre vous qui auront l'âge de voter l'année prochaine. Pas tous, mais enfin vous aurez bientôt l'âge de voter. Et même si on vote pas, on peut peser dans la discussion comme on le fait aujourd'hui, en échangeant avec les élus pour répondre au mieux aussi à vos besoins. Merci. Moi, en fait, j'aimerais savoir comment la ville elle se positionne comparé par rapport aux guerres dans les autres pays comme en Palestine ou au génocide au Congo. J'aimerais savoir comment la ville elle se positionne parce que je sais qu'il y a d'autres villes qui aident ces pays-là
Et moi, j'aimerais savoir si la ville de Fontenay-sous-Bois est de ces pays-là. Évidemment, on porte des valeurs fortes de paix et de fraternité à Fontenay, mais dans le monde. Là-dessus, je me suis souvent exprimé fortement là-dessus. On est d'ailleurs, on a mis en place, il y a une tradition historique à Fontenay. On est une ville d'accueil, une ville d'accueil inconditionnelle d'ailleurs, qu'on ait des papiers, pas des papiers. À Fontenay, nous, on accueille, quelles que soient les populations. Il y en a beaucoup qui viennent d'ici et d'ailleurs. En fonction des époques, évidemment, on a beaucoup de gens qui viennent de partout du monde entier. Et on est attentif que chacun trouve sa place. Ça peut paraître simpliste, mon propos, mais quand on voit les propos qui sont tenus aujourd'hui de manière générale et dans le monde, des discours de guerre, de haine, c'est important aussi de manière très tranquille de le poser. Après, on peut évidemment pas avoir un discours et je peux pas m'exprimer sur tout. D'abord, c'est pas mon rôle, mais surtout tout ce qui se passe partout dans le monde. Donc on est attentif évidemment à ce qui se passe en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, partout dans le monde. Et dans nos réflexions j'ai envie de dire, de solidarité internationale ou de relations internationales, on a 3 formes d'action. On a vous avez déjà peut-être entendu parler, les jumelages, qui sont des façons d'avoir des échanges avec des villes, principalement en Europe, mais pas que, qui sont historiques. C'était la façon de travailler aux relations internationales. Donc c'est vrai avec Etterbeek en Belgique, c'est vrai avec Marina Grande au Portugal, c'est vrai en Italie avec une communauté de communes, c'est vrai en Ukraine avec Brovary, c'est vrai avec Kungl au Sénégal. Voilà, globalement, et ça prend des formes, c'est des conventions en gros, c'est des villes amies. Et il n'y a pas de sujet particulier. À Kungl, on a eu de la coopération internationale pendant un temps. On avait un programme pour les aider à faire des réseaux d'assainissement et les mesures d'hygiène. Donc c'était structurant, mais c'était sur un temps court. Et on a aujourd'hui des relations avec eux. On a également, on essaye d'avoir un jumelage ou une coopération avec le Chili. Et le Chili, et notamment avec l'Amérique latine, on a, vous le savez peut-être ou pas, mais dans les années 70, accueilli beaucoup de réfugiés politiques sud-américains liés aux dictatures. Donc on cherche à inscrire ça dans l'histoire de Fontenay. Donc on n'a pas encore de lien étroit, mais on en a. Et puis un dernier, on a adhéré il y a 3 ans, je crois, au réseau de coopération avec les collectivités de Palestine, le RCDP, qui voté à l'unanimité du conseil municipal pour travailler à des coopérations et soutenir un centre social particulièrement. Et il y a des jeunes qui sont partis et on a accueilli des groupes. Évidemment, la situation là-bas est difficile, donc c'est pas simple qu'ils puissent sortir ou de pouvoir y aller, mais ça participe aussi de manière très concrète et de manière très apaisée, dans des discours très clivants où parfois c'est difficile de comprendre ou d'avoir un retour apaisé, d'envoyer des signes que nous, on porte la paix, le respect du droit international, et surtout le respect des populations, et particulièrement des civils, mais où que ce soit dans le monde, et où que ce soit la guerre. Donc ça ne fait pas ma responsabilité première, j'ai envie de dire, c'est pas de m'occuper de l'autre bout du monde, même si, comme vous l'avez dit, on accueille des gens qui viennent de partout et d'ailleurs, et ça ne nous laisse pas indifférents. Et donc c'est de m'occuper avant tout de la ville, mais évidemment on n'est pas insensible à ce qui se passe dans le monde et voilà notre façon de travailler à ça. Et puis évidemment à Fontenay on participe à ce qui est du dialogue, des échanges, à ce que chacun ait la possibilité de s'exprimer, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, parce que la question de la liberté d'expression, évidemment à condition qu'on respecte la loi, mais la loi elle donne un cadre assez large de liberté. C'est important que notre rôle, c'est de permettre ça, et notamment quand il s'agit des jeunes. Évidemment, mon discours premier à moi, c'est la fraternité, c'est les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, dans le vrai sens du terme, et en ayant toujours un message de paix et de respect des populations civiles partout dans le monde. Merci. Moi, ma question, c'est que j'aimerais savoir comment vous avez fait pour être maire et quel a été votre parcours. Alors je vais commencer par mon parcours parce que et après jusqu'à être maire, comme ça expliquera en partie le processus.
Donc moi, je vous l'expliquais, j'ai fait mes études à Fontenay, je me suis engagé dans des associations de quartier au Laris. Donc j'ai monté une boutique de commerce équitable il y a presque 20 ans. Maintenant, le temps il passe pour tout le monde. Sur le centre commercial des Laris à l'époque. Puis un restaurant associatif. Bref, je me suis investi dans le quartier des Laris pour mon quartier. Et puis en 2008, j'ai le maire de l'époque, Jean-François Voguet, qui m'a proposé d'être adjoint au maire. Donc j'étais d'abord adjoint au maire à l'habitat, donc toutes les questions de logement, d'habitat, puis en 2014 adjoint au maire à l'habitat et à l'urbanisme. Et puis quand en 2016 il a souhaité faire valoir ses droits à la retraite, on était 2 ou 3 à pouvoir devenir maire. Il y a eu un échange entre les élus et j'ai été proposé pour devenir maire, puisque c'est le conseil municipal les conseillers municipaux et donc le conseil municipal qui élise le maire derrière. Et puis je me suis représenté en 2020 et été élu sur une liste d'union, de large union, ce qu'on appellerait aujourd'hui le NFP, avec toutes les composantes du NFP, pour être maire en 2020. Voilà un peu mon parcours. Donc, et en parallèle de ça, j'ai fait des études de gestion assez basiques à la fac. J'ai fait un DUT de gestion à Saint-Denis, après j'étais à Nanterre. J'ai fini par un Master 2 en droit administration publique spécialisé dans le développement local et économie sociale et solidaire. Puis après j'ai eu un parcours professionnel pendant 10 ans principalement. J'ai dirigé des maisons de retraite, des structures pour personnes âgées dans le secteur médico-social. Donc voilà, j'ai un parcours, j'ai envie de dire, assez lambda. Et certes, j'ai fait des études, mais voilà, comme vous, j'étais au lycée Picasso, j'étais au collège Jean Massé, au lycée Picasso, puis après j'étais à la fac. Voilà, moi, je suis un pur produit de l'école publique et du service public. Quelles sont vos actions pour réduire la pollution dans la ville? Merci. Vaste question. Vaste question parce qu'évidemment, on est tous partie prenante de la question de la pollution, qui concerne évidemment pas que Fontenay. Dans une métropole parisienne aussi importante que la nôtre, il y a Fontenay, mais il y a les villes à côté et les autres collectivités. Et puis, il y a aussi nos comportements individuels. J'ai envie de dire que ça nécessite de travailler à, pour ce qui me concerne, se battre d'abord pour qu'on ait les moyens de transport collectif structurants qui permettent de réduire massivement la place de la voiture et qui permettent aussi de répondre à un vrai besoin notamment de mobilité, que ce soit pour vos études ou pour répondre à l'emploi. Avoir accès à un transport collectif, c'est important. Et en ce sens, on a déjà 2 gares, la gare Fontenay-sous-Bois, mais surtout la gare Val-de-Fontenay. Pourquoi je dis surtout, c'est que c'est la 2e gare d'Île-de-France hors Paris après la Défense en nombre de voyageurs, avec le A et le E. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a les travaux de la ligne 15 qui ont démarré. Donc la ligne 15, elle permettra d'aller à Saint-Denis ou à Créteil en 20 minutes de Fontenay. Donc on évitera de mettre 1 heure, un quart en passant par Paris et si on y va aller en transport et donc de prendre sa voiture. Donc ça, c'est un acte fort. On a le tramway qui va arriver en 2028 et on a les études pour le prolongement de la ligne 1 qui ont redémarré. Donc ça, c'est un axe fort puisque dans la pollution, les questions de mobilité, elles sont extrêmement importantes. Après, il y a les questions énergétiques sur lesquelles on travaille aussi. Vous connaissez sûrement, je ne sais pas si vous connaissez notre régie du chauffage urbain. Là où vous habitez, l'eau chaude et le chauffage, c'est un système collectif public qui vous l'apporte, donc c'est moi le président, c'est un établissement public, c'est moi le président, et c'est public depuis 2004, et aujourd'hui c'est une double énergie qui vous permet d'avoir l'eau chaude et le chauffage, c'est le gaz et le bois, et en 2028, c'est le système de la géothermie qui sera mis en place, et la géothermie, c'est aller chercher l'eau à 2 km sous terre, mais c'est l'eau chaude directement, et donc c'est une énergie propre, qui coûte moins cher et qui permet là aussi de diminuer notre empreinte carbone. Donc c'est un deuxième élément. Dans les constructions, on essaye de faire attention aussi aux matériaux qu'on prend en compte. On essaye de réhabiliter plutôt que détruire. Par exemple, il y a des bureaux qui sont plus utilisés en ce moment, notamment face au lycée. Il y a un immeuble de bureau Niemeyer qui est un peu incurvé, qui va être transformé en logement. Donc là aussi, ça participe aussi de limiter
notre empreinte carbone. Et puis développer la surface de pleine terre. Donc dans le grand ensemble, il y a parfois alors plutôt à la redoute Laris, il y a des dalles, mais on a plutôt un grand ensemble et avec des immeubles collectifs et beaucoup d'espaces verts publics. Donc c'est faire en sorte de ramener aussi de la végétalisation, de la pleine terre pour lutter contre évidemment les canicules l'été, mais surtout que c'est plutôt bon pour la planète aussi d'avoir des surfaces de pleine terre. Donc on a plusieurs façons, mais évidemment on n'est pas les seuls. C'est un débat public et notamment un débat public national. Et en ce moment, vous le savez, on a des difficultés à avoir un budget puisque l'Assemblée nationale n'a pas la majorité. Bref, et dedans, le gouvernement il veut supprimer tout ce qui est en direction de la lutte contre la transition écologique et donc la lutte contre la pollution. Donc c'est aussi une bataille politique pour essayer de trouver des solutions pour lutter contre la pollution. Donc il y a ce que nous on peut faire et on y travaille. Et puis il y a ceux qui dépendent de la bataille politique à un autre niveau au-dessus de nous. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire à un niveau local, on le fait. Et puis il faut continuer à se battre et apporter... alors moi, à mon niveau, je porte la voix des Fontenaisiens, mais c'est important quand il y a des élections, c'est un sujet important cette question-là de l'écologie. Moi j'appelle ça l'écologie populaire, comment on travaille la question de l'urgence sociale et de l'urgence climatique. C'est de mon point de vue essentiel aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Alors moi, ma question, c'est à propos du BAFA. Pourquoi le BAFA, il n'est pas gratuit? Parce que ça se passe comment aujourd'hui? Je peux... Ouais. Alors, avant que je réponde, je veux bien que tu précises. Ça marche. Alors le BAFA, au sein du service jeunesse de Fontenay-sous-Bois, on peut prendre financièrement en charge le BAFA. Par contre, on demande aux jeunes ou aux familles de payer et ensuite il y a un remboursement derrière. Donc il y a bien un système d'accompagnement et d'aide. Tu as posé une bonne question parce que techniquement, Farid vient de te répondre. D'un point de vue politique, nous on a plutôt la volonté de l'accompagner et notamment ou d'aider à la formation, encore plus dans les métiers de l'animation, puisqu'en plus on a besoin derrière d'avoir des salariés formés, des animateurs et des animatrices. On en manque plus que on en a trop, donc on en a besoin pour continuer à accompagner nos enfants et on a besoin pour ça d'avoir des jeunes formés. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos animateurs des services jeunesse. Je pense que vous commencez, soit vous avez l'âge, soit vous allez avoir bientôt l'âge de pouvoir faire les formations qui sont en plus utiles professionnellement, mais enrichissantes pour votre vie de tous les jours, et notamment votre vie professionnelle, parce qu'on apprend plein de techniques dans le BAFA, notamment d'animation collective, qui vous serviront souvent dans vos futures soit formations, soit vos futurs boulots, quoi. Merci. Je voudrais savoir quelles ont été vos motivations pour être mère. C'est une question très ouverte. Je crois que je me suis toujours passionné pour la chose publique et pour l'intérêt général. Et comme je l'expliquais tout à l'heure sur mon parcours, je me suis assez vite engagé dans la vie associative, plutôt la vie très locale de mon quartier. Donc ça m'a de toute façon toujours intéressé. Et puis après, le vrai sujet, c'est faut être curieux. Il y a parfois des opportunités de la vie, des parcours dans la vie, des rencontres. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur d'aller dans des endroits où on ne nous attend pas, de prendre sa place là où on ne nous attend pas. Je crois que ce qui est important, c'est que vous ne vous donniez pas de limites. Évidemment, après, il faut qu'on rencontre des gens, il faut savoir parfois saisir sa chance, mais c'est surtout à la fois un intérêt pour l'intérêt général et la dimension de construction collective, de répondre à des problèmes liés au collectif, de manière très simple, hein, en bas de sa rue ou dans son quartier. Et puis le fait de rencontres, d'échanges, être curieux et pas avoir peur et se dire il faut tenter sa chance. C'est important parce que parfois on se met des limites, notamment quand on est jeune, et encore plus parfois quand on est jeune et qu'on vient des quartiers populaires. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai un costume que j'ai pas grandi dans les quartiers populaires et que j'ai pas été dans les lycées parisiens. Je suis comme vous, j'ai un parcours un peu similaire à vous.
Mes parents, ma mère, elle était auxiliaire puéricultrice. Mon père, il était ouvrier menuisier, puis il a fini par être prof de menuiserie. Mais voilà, j'ai grandi en logement social. Bon, bah, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. Donc, c'est pas un peu à la manière de mon parcours et de là où j'en suis. Après, dans la vie, on rencontre des gens. Voilà, après, il y a des circonstances dans la vie. Mais déjà, être curieux, vraiment, soyez curieux, n'ayez pas peur, croyez en vous. C'est la base. Ça vous servira pour tout dans la vie. Alors, en ce moment, on a des travaux à la Redoute. Voilà, beaucoup. Et juste, je voudrais savoir si ce sera long ou c'est prévu qu'il y en ait d'autres. Question importante pour ceux qui habitent la Redoute, mais pas que. Parce que on est au cœur de la ville, en plein centre-ville, dans un quartier en pleine rénovation urbaine. Ça fait 25 ans qu'on tourne autour de comment on trouve une solution au fonctionnement de la dalle de la Redoute, qui est une dalle évidemment piétonne, mais un couloir devant, très bétonné, avec un certain nombre de dysfonctionnements. On travaillait depuis longtemps avec le bailleur aussi, IDF Habitat, pour essayer de trouver des solutions d'amélioration pour les habitants. Donc on a travaillé, ça fait un moment qu'on réfléchit à comment on va améliorer la vie des habitants du quartier de la Redoute. Et puis on a eu des opportunités. Derrière, il y avait un central téléphonique utilisé par anciennement France Télécom depuis Orange qui était vide, puis c'était une friche. Et donc on s'est dit comment, à partir de cette friche, on va pouvoir déclencher, j'ai envie de dire, une dynamique pour arriver à nos objectifs qui étaient de ouvrir le quartier, le rénover, et en même temps répondre à des questions de cadre de vie, c'est-à-dire de pleine terre, de végétalisation, comme on l'a évoqué, d'équipement, et en même temps de logement, puisqu'il y a des besoins aussi de logement. Donc on a réfléchi à un projet où, vous le voyez en ce moment, il y a pour la première phase 150 logements qui ont été construits, là où c'était la friche, avec un parc qui est en train d'être fait au milieu. Donc un parc qui répondra avec des aires de jeu. Donc ça, il n'est pas fini, mais il est en cours d'être fait. Avec 3 équipements, dont 2 qui vont ouvrir cette année. Le centre de santé et la médiathèque, qui j'espère vous servira. Dont vous vous servirez, qui est vraiment pour tous les habitants, mais en particulier pour vous qui habitez à côté. Et une crèche qui devrait ouvrir l'année suivante. On va ouvrir une voie qui permettra de désenclaver complètement le quartier de la Redoute avec des commerces en pied d'immeuble qui donnera sur le boulevard de Verdun. Donc là aussi, c'était une demande d'avoir des commerces de proximité. Donc il y a 1000 m² de commerce qui ouvriront dans la 2e phase. Et puis, on a obtenu de haute lutte avec le bailleur la rénovation des logements de la cité de la Redoute. C'était important, c'était demandé. Il y a par exemple sur la longue barre, je ne sais jamais je confonds comment elle s'appelle, mais celle qui donne sur le théâtre, les logements, ils vont avoir des balcons, alors qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas, et que c'était une demande des habitants. Bref, une rénovation importante des logements. Et puis, on travaille tous les espaces publics. Donc, la dalle, là, elle a été cassée à moitié. J'espère qu'on arrivera à la casser en entier, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi aujourd'hui, puisque ce n'est pas validé, mais j'espère qu'on y arrivera pour gagner de la surface de pleine terre, de parcs paysagers, qui continue d'améliorer la vie du quartier. Ça nécessitera que peut-être on retravaille là où vous avez aujourd'hui un city-stade bien enclavé. Ça permettra d'ouvrir le gymnase qui est très enclavé derrière la dalle. Il faut tourner et c'est pas simple. Et donc ça nécessite de transformer, de revoir la vision du quartier, mais aussi de se réapproprier des espaces publics. Finalement, cette dalle, elle était énorme, mais plus très utilisée, alors que c'est des espaces très très important où il pourrait y avoir des arbres, on pourrait y remettre le City Stade par exemple, qui est juste là. Donc aujourd'hui, elle est cassée à moitié par nécessité de réhabilitation. La réhabilitation, elle va durer elle va bien durer 2 à 3 ans, puisqu'elle démarre là. Elle n'a pas totalement démarré, c'est la préparation de chantier. Je pense qu'on a pour encore 2 à 3 ans de travaux. On est en 2025, jusqu'en 2028. Je pense qu'en 2028, on aura presque fini l'ensemble des travaux. Alors après, il y a des étapes. Là, on est en train de finir une grosse partie. On va attaquer la réhabilitation. C'est pas tout en même temps. Évidemment, là, c'est des gros travaux parce que il y a un peu beaucoup en même temps. Mais je pense que déjà à l'été,
quand on aura inauguré la médiathèque et le centre de santé, que le parc au milieu à l'été, je pense qu'avant l'été il sera ouvert, et qu'il y a des voies qui seront ouvertes, ce sera mieux. Mais et là c'est vrai que c'est encore un peu difficile et que ça fait encore un peu beaucoup. Mais l'objectif à terme, c'est d'améliorer la vie des habitants et de répondre au mieux à leurs besoins. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et les travaux, c'est toujours dur à vivre tant qu'ils sont là. En même temps, l'exemple qu'on a vécu au Laris, de casser le centre commercial, les dalles, refaire les espaces publics, nouvelle école, bon, les gens sont plutôt contents, y compris les jeunes, parce qu'évidemment, il y a aussi en fonction des âges qu'on a, c'est plus ou moins difficile. Mais l'enjeu, c'est de continuer c'est d'améliorer et en équipement et en espace public la vie des habitants. En fait, moi, ma question elle concerne le centre commercial à Auchan. C'était pour savoir si vous souhaitez l'agrandir ou rajouter des boutiques d'affaires ou de chaussures. Alors c'est une très bonne question que parfois on ne me pose pas directement parce qu'on pense que le maire il peut pas y faire grand chose, ce qui est pas totalement vrai et qui est pas totalement faux. Alors vous le savez, en France le commerce c'est une affaire privée, hein, c'est le marché, c'est pas le maire qui administre les commerces. Je peux donner mon avis sur des projets d'envergure, mais sur les boutiques commerciales il y a une offre, une demande. Alors on peut intervenir, ça nous arrive parfois, mais dans une petite mesure. C'est par exemple, on a aidé Silax à s'installer et d'autres commerces, mais c'est très limité. Pour ce qui concerne le centre commercial d'Auchan et Auchan, comme c'est sur une grande emprise, on s'est doté d'outils publics pour accompagner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à la place du privé, mais on l'encadre pour discuter avec lui de ce qu'on veut et de comment on voudrait que les choses évoluent. Comme tu l'as dit, mais il y a de plus en plus de gens qui m'en font part, le centre commercial, donc la galerie commerciale et Auchan en tant que tel, répondent moins bien aux besoins qu'ils n'y ont répondu dans les années 70 à son ouverture, 90. Voilà, il y a besoin de repenser. Donc on travaille avec Auchan pour essayer d'abord qu'ils réduisent leur surface commerciale, puisque en fait la moyenne des centres, des surfaces commerciales aujourd'hui c'est 8000 m², aujourd'hui il fait 15 000 m², donc on voit bien que c'est trop grand, les gens ils vont moins dans des très très grosses surfaces, ils vont dans des moyennes surfaces. Et deuxièmement, avoir une offre commerciale qui soit différente. Nous on pense que ça nécessite qu'on change complètement le modèle, c'est-à-dire qu'on pète la galerie carrément, qu'on fasse des rues avec du commerce en pied d'immeuble, avec des enseignes qui répondent à vos besoins, à vous, mais à des moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est que ça ne répond plus à nos besoins, et ça pourrait permettre aussi de répondre à l'idée qu'on pourrait avoir d'un nouveau centre-ville, parce que finalement, pour vous qui habitez la ZUP, mais c'est vrai pour moi aujourd'hui, qui ai grandi et qui habite toujours, ça pourrait être, et ça l'a été un peu un pseudo-centre-ville. Mais pour ça, ça nécessite que Auchan soit d'accord. Donc c'est beaucoup de discussions, puisque si Auchan met du temps, c'est qu'il pense qu'il va gagner moins d'argent, qu'il va être obligé d'investir. Bref, c'est un jeu de négociation assez difficile. Mais on pense qu'on va y arriver, y compris parce qu'on a ce qu'on appelle une clientèle permanente dans cette zone-là. Il y a des salariés, c'est une zone d'emploi importante, donc il y a de la clientèle de gens qui viennent de l'extérieur pour consommer. Puis il y a les habitants. Et puis il y a une gare, et donc en général, on a tous les ingrédients pour que ce soit dynamique. Mais ça prend du temps, y compris parce que là, il n'y a pas qu'une question de commercial, il y a une question aussi d'urbanisme. Comment on fait en sorte qu'on ne soit pas obligé de passer par la galerie qui est fermée le dimanche et qui nous coupe le passage. Bon, c'est un peu difficile. Et on réfléchit à des améliorations tout de suite. Par exemple, nous, on leur dit, votre parking du toit d'Auchan, là, il est vide quasiment toute l'année. Pourquoi vous n'y installez pas du Five ou des paddles, par exemple? Bon, sauf que ce qui répondrait, alors pas forcément pour toute la vie, mais au moins le temps que vous réfléchissez à vos projets, ça répondrait, j'imagine. Ça vous parle quand je vous dis ça, parce que peut-être vous allez à Montreuil ou ailleurs pour aller jouer au paddle ou au Five. Sauf qu'ils ne veulent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont encore besoin de leur parking, notamment pour la consommation du mois de décembre et les fêtes de fin d'année où c'est très utilisé en termes de parking. Ça fait cher les parkings pour 5 jours. En gros, c'est pour les week-ends les plus utilisés. Donc ça prend du temps.
En tout cas, on a conscience que il faut transformer les commerces et l'urbanisme de cet endroit-là. Il est daté, mais ça prend du temps. En tout cas, on y travaille fortement. Mais par exemple, on a demandé à Auchan, puisque c'est la même marque, enfin c'est la même famille, pourquoi ils ne faisaient pas venir Decathlon, quoi. Donc, bon, par exemple, je dis Decathlon, ça peut être, peu importe les marques, mais en tout cas, nous, on les pousse à moderniser et à transformer en profondeur pour répondre à vos besoins et à vos attentes, jeunes ou moins jeunes. Moi, c'est pour savoir si ça serait possible d'éclairer plus les lumières qui entourent notre city de la Redoute. Parce que quand c'est l'été et que la nuit tombe, on voit presque rien. Vaste débat. Parce que la question, c'est comment, en bonne intelligence, on arrive à respecter les usages du quartier de tout le monde. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut respecter les jeunes et que je préfère vous voir sur un terrain de sport, que ce soit un city-stade ou autre chose, qu'à traîner. Donc, je fais partie de ceux qui poussent à l'utilisation massive par l'ensemble des jeunes, ou moins jeunes, mais particulièrement utilisés par des jeunes, des structures sportives. Après, il y a la question des horaires et des habitations à proximité. Donc derrière la question de l'éclairage, il y a la question de est-ce que jusqu'à quelle heure on peut jouer, même si pour respecter. Donc moi je suis fermé à rien. Je dis juste que si on met de l'éclairage et que vous jouez jusqu'à minuit et que ça empêche par le fait que vous jouez les cris, enfin voilà, je préfère, quand je vous dis ça, c'est aucun, je fais de reproche à personne, mais il faut trouver l'équilibre entre vous répondre à vos besoins de jouer et à quelle heure on joue pour respecter ceux qui vivent à côté. Donc on a plutôt tendance à essayer de faire en sorte qu'ils soient très utilisés, ces structures, pas forcément jusqu'à 3h du matin. Je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais ça peut, en vieillissant, parfois ça peut dériver là-dessus. Donc c'est pas qu'on veut pas plus éclairer, c'est qu'on a vocation à ce que à une certaine heure, ça s'arrête. C'est pour ces raisons-là. Après, on n'est pas fermé à réfléchir, alors peut-être moins sur les city-stades, mais on parlait tout à l'heure d'ouverture, et je ne dis pas qu'il faut prendre pour argent comptant ce que je vais dire là, puisque ça se construit. Mais si par exemple, il fallait faire une nocturne un soir au stade Coubertin, ça dérangerait moins. Et je le dis d'autant plus que j'habite à 200 mètres, donc vraiment, je n'ai pas de problème. Mais au moins, il n'y a pas d'habitation à côté, et ça gêne moins. Voilà, il faut trouver des compromis pour que les usages que vous avez ou que d'autres ont n'empêchent pas d'autres. Il faut trouver l'équilibre entre les usages et le respect des uns et des autres. Mais en tout cas, je préfère que vous me demandiez d'utiliser un stade que autre chose. Donc, mais voilà pourquoi... souvent, on n'éclaire pas plus, on limite l'éclairage à juste que, pas forcément pour jouer, mais parce que au-delà de l'éclairage, à partir d'une certaine heure, même s'il fait beau, alors évidemment, s'il fait des canicules, personne ne dort, mais on n'en rajoute pas et il faut trouver les équilibres pour que chacun trouve son compte. C'est un jeu de respect des uns et des autres. Moi, j'ai une question. C'est pas une suggestion ni une demande, c'est juste j'ai été dans l'incompréhension. J'aimerais bien savoir pourquoi avoir bloqué l'accès aux voitures au sein du Bocadé, sachant que moi, bon après il y a d'autres exemples, mais j'ai eu la jambe cassée et le fait que mon frère ait pu ramener la voiture en bas de la maison, ça m'a permis de pouvoir aller à mes rendez-vous médicaux ou bien dans d'autres cas de figure pour les courses ou quoi que ce soit. Et du coup, je comprends pas vraiment l'utilité d'avoir bloqué l'accès. Alors, ça date de la conception du quartier, il me semble. Oui, ouais, on a renforcé, parce qu'il y avait un usage, ça a toujours été fermé, en fait. Après que vous l'utilisiez sur un mésusage, j'entends. Mais moi qui ai grandi à la ZUP, ce qui fait le charme de la ZUP, c'est que justement, c'est calme, on peut jouer, on a des espaces publics apaisés. Quand vous êtes gamin, vous pouvez sortir tranquillement dans le quartier, tranquillement. Sans vos parents, enfin moi je l'ai fait, je le fais aujourd'hui avec... et pour ça, il faut des espaces fermés à la voiture. Ça pose d'autres questions d'usage que tu poses. Mais
à la fois pour des raisons de pollution, mais c'est pas tant pour ça qu'on l'a fait, c'est pour des raisons de sécurisation et de faire en sorte que on puisse avoir une ville agréable, sécurisée, y compris pour les jeunes et les enfants. Dans les quartiers de la ZUB, de manière globale, on peut sortir, et j'imagine que, alors vous êtes maintenant plus âgé, mais que vous le faites depuis un moment, sortir dehors de manière sécurisée, sans voir de voiture, aller à l'aire de jeu. Après, il y a des questions d'usage liées à des usages particuliers, que ce soit pour des questions médicales ou des questions de handicap, qui ne sont pas simples à y répondre, puisque si on ouvre et qu'on permet, ça devient un usage, et malheureusement, tout le monde ne le respecte pas, ce que tu évoques. Donc c'est un sujet complexe, de trouver des solutions pour que, là encore, tout le monde y trouve son compte. Globalement, ce que la majeure partie des gens demandent, c'est quand même que ce soit apaisé, sécurisé. C'est ce qu'on me demande, et notamment dans le grand ensemble, y compris pour descendre jouer tranquillement et en toute sécurité. Par contre, quand on a un handicap, un problème médical ou une dépendance particulière, évidemment que ça pose des questions, et ça nous oblige à chercher des solutions qui ne sont pas simples, puisque sur les questions d'espace public, les aménagements, les usages qui n'étaient pas autorisés, dès qu'on ouvre la barrière, derrière ceux qui n'ont pas forcément vocation à l'utiliser, l'utilisent. Donc c'est vrai au Bois Cadet, mais on l'a dans un certain nombre d'endroits. Globalement, et c'est pas parce que c'est une minorité qu'il faut pas s'en occuper, mais c'est quand même une minorité. Par contre, il faut trouver une solution. Qui n'est pas toujours simple, et donc on travaille avec les bailleurs, et nous des réflexions pour répondre à la fois à la question globale et à la question personnelle ou individuelle, qui est une vraie problématique. Ceci dit, on a une très grande demande pour que ça reste apaisé, parce que c'est calme, ça fait un peu la ville-parc, alors ça a d'autres impacts. Mais donc effectivement, quand on a une difficulté, il faut trouver des solutions. Quels sont vos principaux défis en tant que maire? Tu veux pas préciser? Tu penses à quelque chose en particulier, un secteur? Non, même pas. Les défis, c'est le premier, ça va être de faire en sorte que vous soyez, vous, mais vos parents, vos frères et sœurs, vos copains, les habitants de la ville continuent d'aimer cette ville, d'y être bien et d'y trouver toute sa place. C'est un sacré défi par les temps qui courent. Le danger à Fontenay, c'est pas qu'on soit un ghetto de pauvres. Nous, je m'y comprends, mais qu'on soit un ghetto d'ultra riches, parce qu'à Fontenay, on a toutes les sociologies. Il y a des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, puis il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et vu le prix du logement, le prix du foncier, avec les prix au mètre carré qui sont très chers, le danger c'est que nous, on puisse plus vivre à Fontenay parce qu'il n'y ait plus du logement accessible pour ceux qui ont besoin d'un logement social notamment. Et vous le savez, à Fontenay, nous, on porte une politique de solidarité extrêmement forte, de construction de logement social pour permettre à qui veut habiter à Fontenay le puisse. Alors évidemment, quand je vous ai dit ça, je ne peux pas résoudre toute la crise du logement à moi tout seul, j'ai pas de baguette magique, mais c'est un gros défi. Et donc, pour moi, c'est important que chacun trouve sa place à Fontenay, puisse y vivre. Pour y trouver sa place, c'est avoir des services publics qui réduisent les inégalités et permettent à chacun de s'y retrouver, quelle que soit son origine, son milieu social, que le service public favorise les relations les uns entre les autres, la construction de projets, son épanouissement, qu'on puisse aider à mettre le pied à l'étrier pour vous les jeunes. D'ailleurs, tout à l'heure, vous me parliez de projets. Qu'est-ce qu'il y a comme projet? N'hésitez pas, et on vient de lancer la 3e campagne des budgets participatifs. Donc les budgets participatifs, il y a des enveloppes et on choisit, vous portez un projet et puis dans votre quartier, et puis il y a une sélection et derrière il y a un financement pour mettre en œuvre le projet.
c'est aussi une façon de participer à la vie de son quartier. C'est une façon aussi de répondre à vos besoins. C'est un outil parmi d'autres. On a les conseils de quartier, on a ce qu'on fait aujourd'hui comme outil de démocratie, le service jeunesse, les antennes jeunesse, bref. Mais en tout cas, ça c'est un gros défi. Et particulièrement en votre direction, les enfants et les jeunes. C'est comment nous, les adultes, alors même si je pense que je suis un jeune maire, mais maintenant j'ai plus de la quarantaine et j'ai des enfants, donc je suis quand même plutôt du côté des vieux que des jeunes. C'est comment on vous permet de vous donner tous les outils pour réaliser vos rêves demain. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur surtout croyez en vous. Vous mettez pas de limites. Et vous pouvez, voilà, après vous pouvez être rattrapé par la réalité, mais ne vous mettez pas de limites. Et si nous on peut vous aider à réaliser vos rêves, on aura tout gagné. Et c'est un gros défi parce que je pense, en tout cas je trouve, que le monde il est angoissant. Il est plus angoissant que quand moi j'étais jeune. Et pourtant c'est pas si vieux que ça. Et notre responsabilité c'est de vous donner tous les moyens qu'on peut. On peut pas tout, mais tout ce qu'on peut vous aider à faire pour que vous ayez les armes et les outils pour vous épanouir demain et vous éclater et réaliser vos projets, avoir des boulots qui vous plaisent. Je crois qu'on aura réussi notre mission. C'est déjà beaucoup. Mais c'est comme ça que je conçois la mission. C'est aussi comme ça que je m'éclate. Parce que je peux vous garantir que c'est pas tous les jours facile, mais j'assume. Mais que c'est ça qui me donne l'envie de me lever tous les matins. C'est de me dire, très concrètement, quand on est maire, on peut agir sur la vie des gens pour essayer de l'améliorer et vous permettre de vous éclater demain dans la vie. Et c'est au moins ça. C'est des gros défis qui sont passionnants, pas simples, mais vous méritez qu'on se batte pour vous. Merci. Il nous reste encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent poser une deuxième question? Rami. Moi, je veux rebondir sur une question qui a été posée l'année dernière. C'est à propos du stade du Bois-Cadet. Est-ce que ça serait possible de rénover le City, l'élargir ou changer le terrain, mettre du synthétique à la place de ce qu'on a maintenant? Parce que celui du haut, le City vert. Parce que durant toutes ces années, il y a eu énormément de blessés à cause des bouts de verre ou des petites choses, mais qui peuvent être dangereux pour nous. Alors il faut que je vérifie, puisqu'on a une politique de rénovation en tourne, donc ça va finir par être le tour du Bois-Cadet, mais il faut que je regarde, puisque globalement on en rénove régulièrement, et donc celui d'Elaris de Janzay, il y a celui de Pasteur, donc on va finir par arriver à venir au Bois-Cadet. Il faut que je regarde si c'est prévu cette année ou ce qu'il en est, mais en tout cas on prévoit de les rénover. Il y a un programme ça tourne pour que, puisque c'est très demandé, c'est très utilisé, ça a un coût, mais c'est pas non plus le coût d'un nouvel équipement, c'est un coût faut juste refaire faut améliorer quoi. Donc faut que je regarde s'il est encore où ça en est dans la phase d'élaboration, si c'est pour cette année. En tout cas, on a une politique récurrente chaque année de rénovation des city-stades pour répondre à vos besoins. Donc il faut qu'on regarde. Et il faut qu'on regarde, ça pourrait être, je dis peut-être une bêtise, mais ça pourrait peut-être être un projet de budget participatif. Mais faut regarder, je dis pas que j'ai raison, mais ça se regarde quoi. Merci. Une personne pour une autre question? Ça, Sifax. Il me semble, si je dis pas de bêtises, vous avez fait un marathon. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté justement de faire le marathon? Alors moi, j'ai toujours été fan de sport. Et j'ai toujours fait du sport, alors plus ou moins en fonction, mais quand j'étais jeune. Et j'ai toujours globalement aimé courir, et courir régulièrement, une fois par semaine. Et j'avais toujours rêvé un jour dans ma vie de faire un marathon, en mode défi quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir un dossard pour le marathon des Jeux Olympiques, là, le marathon pour tous. Donc je me suis préparé pendant 4 mois, à raison de 3 fois par semaine, avec j'avais un plan d'entraînement. Donc bon, ça permet d'être plus rigoureux sur son hygiène de vie. On apprend à boire beaucoup d'eau. Alors, je buvais 1 ou 2 verres d'eau, là on boit 1,5 litre, 2 litres pour pas avoir de courbatures après s'être entraîné, puisque
dans un des entraînements chaque semaine, un des 3 entraînements, il y avait une sortie longue qui pouvait monter jusqu'à 2h30, sachant que moi j'ai fait 4h01 au marathon. Donc voilà, il faut s'habituer à l'effort de longue durée, habituer son corps. Donc ça oblige à une certaine rigueur, ça oblige au dépassement de soi sur la tête. Alors moi ça me vide la tête de courir, surtout de courir longtemps, mais en plus ça oblige à... Voilà, ça oblige à quand tu fais des longs efforts, tu te bats sur toi-même. Enfin, vous qui faites du sport, voilà, il y a des fois quand c'est dur, quand vous prenez des coups, là vous êtes seul à vous-même pendant 4h01 et 42 km. Et puis vu le rythme de vie que j'ai, les responsabilités, j'avoue que j'ai pris du plaisir, ça me détend. Ça vide la tête en fait, quand tu cours, tu te retrouves avec toi-même et ça vide la tête, donc ça fait du bien. Et puis bon, le sport c'est bon pour la santé. Alors vous êtes jeune, vous pensez pas encore trop à ça, je suis encore jeune aussi, enfin ça fait du bien de toute façon de courir. J'ai perdu un peu de poids puisque chaque kilo que tu perds, tu le portes pas sur tes genoux, hein, et quand tu cours, et les genoux et les chevilles c'est important. Et du coup parce que j'avais pour objectif de finir le marathon et de prendre du plaisir. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu la barre, le coup de barre aux 30 km, le mur du 30e kilomètre comme on appelle. Et donc maintenant je me suis fixé un deuxième objectif, donc je refais un marathon au mois d'avril avec d'ailleurs des jeunes en lien avec le SMJ à Madrid, et avec un objectif là de faire moins de 4 heures. Donc là c'est un vrai objectif. Donc je vais faire une réparation pour faire 3h30. Je sais pas si j'y arriverai, ce que je veux faire c'est faire moins de 4 heures. Mais voilà, faire du sport c'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi pour l'hygiène de vie, pour la tête. Ça vous oblige à vous dépasser, et faire du sport c'est bon pour dans toute votre vie. Vous êtes obligé de respecter des règles, vous levez, quand vous êtes dans le dur, dans la vie aussi parfois vous êtes dans le dur, ça vous oblige à se dire c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer, mais voilà, donc voilà, le sport c'est aussi ça que ça aide. Donc voilà pourquoi je continue à faire du sport. Et si en plus ça donne l'exemple, tant mieux. Je pense que pour avoir eu autant de retours, je pense que ça donne l'exemple aussi, mais je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait surtout pour moi. Et je vous garantis que faire du sport, s'il y en a qui en font pas, faites-en. Même si je crois qu'il y en a beaucoup qui en font. On partage des super moments. Alors après, moi aussi, j'aime beaucoup regarder le sport. Et donc, c'est par là qu'on voit des meilleures émotions. Je raconte souvent que le meilleur moment de mer, c'est quand Matuidi est revenu avec la coupe, là, en 2018, et qu'on l'a accueilli ici. Bon, voilà, il est revenu avec la Coupe du Monde. On a fêté la Coupe du Monde avec lui. C'est des moments extraordinaires, puisque c'est des moments de joie. Il y avait plus de 3500 personnes à fêter la coupe, et voilà, donc c'est le sport, il n'y a que le sport qui permet ça. Ça permet aussi le sport de faire plein de choses en fraternité, à égalité. La course, tout le monde peut en faire, en plus c'est gratuit. Merci à vous.